Très bien. Donc, on va aller dans Power BI. Voilà, on va aller dans Power BI. Donc, une fois que tu lances Power BI sur ton ordinateur, ici, tu cherches Power BI, tu lances sur ton ordinateur, tu vas avoir cette première vue-là. Voilà. Tu vas avoir cette première vue. Et déjà, à partir de cette première vue, tu as la possibilité d'importer, le type de données que tu as à disposition. On va cliquer sur rapport vierge et montrer comment accéder à Power Query. Donc là, je suis sur rapport vierge, donc sur Power BI Desktop. Ici, transformer les données. Donc, à partir de transformer les données, j'arrive à accéder à Power Query. Donc, l'éditeur Power Query qui va nous permettre justement de charger nos données et de transformer nos données. Mais tu ne vas pas charger les données comme ça, tu ne vas pas transformer les données comme ça. Il faut que tu saches ce que tu dois faire. Il faut que tu saches ce que tu dois faire. Il faut que tu comprennes l'objectif. Il faut que tu sois plongé dans un contexte bien précis. Et c'est en ce sens que nous avons, je vais dire, une mise en situation. Nous avons une mise en situation. N'hésitez pas à me dire si le son est faible ou que si vous ne m'entendez pas. Voilà, n'hésitez surtout pas. Donc, ici, on a une problématique et puis on a un objectif. Pour ceux qui n'ont pas accès à, à ce document, le document, je l'ai mis dans le groupe WhatsApp. Voilà, je pourrais quand même le remettre à la fin de la session. Donc, on a une problématique. Ici, la problématique, c'est que déjà, on travaille pour une entreprise appelée Global Tech. Voilà, il faut qu'on se mette dans le contexte. On va travailler pour une entreprise appelée Global Tech. Donc, les données opérationnelles de Global Tech, c'est-à-dire les données de vente, de stock ou encore de logistique, sont dispersées dans des formats hétérogènes. Voilà. Ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui génère des données qui sont stockées dans plusieurs ou sous plusieurs formats. Donc, on a des données Excel, des données CSV, des données JSON, des données PDF ou encore des données qui sont dans des systèmes de gestion de bases de données comme SQL Server. Et c'est pas tout. C'est que ces données-là sont stockées avec des incohérences critiques. Donc, ces incohérences critiques-là génèrent des erreurs manuelles dans les rapports financiers. Hein. Quand ils prennent ces données-là, ils ont du mal à les exploiter, les exploiter convenablement, vu qu'il y a des erreurs. Donc, les équipes de Global Tech passent plus de 30 heures par semaine sur ces données en train de les nettoyer. Et quand ils finissent de les nettoyer, après ce temps perdu, ils ont parfois des risques au niveau décisionnel. Parce que souvent, on se rend compte que les données qu'ils ont produites, on a des écarts entre, par exemple, dans les données de stock, on a des écarts entre ce qui est produit par les équipes en termes de résultats et puis la réalité. Donc, souvent, on dit qu'on n'est pas aligné, voilà. Du coup, l'objectif ici, c'est d'automatiser et d'industrialiser les flux ETL via Power Query. Donc, l'objectif ici, c'est qu'on a plusieurs sources un peu dispersées. On va les centraliser dans Power Query. On va les nettoyer et puis on va les mettre à disposition. Donc, l'objectif, c'est de réduire de 80% le temps de préparation des données, garantir une qualité conforme des données et permettre une analyse en temps réel. Donc, si les données sont centralisées et tout, une fois qu'on va actualiser la donnée depuis BI, on aura nos données qui seront, je vais dire, qui vont pouvoir permettre une analyse en quasi temps réel. Voilà. Donc, c'est ce sujet-là sur lequel on va travailler. Voilà, c'est ce sujet-là sur lequel on va travailler. J'accepte. OK. Du coup, let's go. Allons voir nos données. Allons voir nos données. Donc, je vais de temps en temps ouvrir ce sujet-là pour qu'on puisse regarder. Donc, on va commencer par Excel. Excel. On dit que Global Tech a des données de type Excel.
Donc, allons chercher. Donc, là, je suis dans Power Query, hein. Je referme pour qu'on puisse aller d'un coup. Ok, là, je suis dans Power Query et dans Power BI Desktop. Je viens d'en transformer les données. De transformer les données. Voilà, j'ai mon ruban, requête, aperçu ici, et puis j'aurai l'étape appliquée là. Donc ici, je viens dans nouvelle source, nouvelle source, ok, ok, on a Excel. Donc classeur Excel, ok, je suis déjà, là j'étais déjà. Donc l'objectif ici, c'est qu'une fois que tu cliques sur le type de données que tu cherches, c'est d'aller sur ton bureau par exemple, et puis de chercher le fichier qu'on veut. Donc Excel, vente global tech, on ouvre. Ok. Donc, on a les ventes ici. Du moins, on a plusieurs feuilles. On a les ventes de 2023, les ventes de 2024. Ensuite, on a une troisième feuille appelée brut. Donc, quand je regarde métadonnées, sources, valeurs, bon, je vois pas à quoi ça pourrait nous servir. On n'en a pas besoin là. Donc, je vais charger 2023 et 2024. Donc, je vais les sélectionner, ces fichiers-là. Je vais les sélectionner et je vais les, les importer dans Power BI, dans Power Query du moins. Donc là, j'ai mes deux feuilles, 2023, 2024. On va déjà aller sur 2023 et puis on va jeter un premier coup d'œil. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont essayé mais qui n'ont pas l'aperçu qui est là, c'est simple, tu viens dans affichage, si tu désactives ça, et là, ça va disparaître. Donc, c'est d'activer qualité de données, qui te donne la qualité de tes données et qui te donne aussi la distribution de ta donnée. Si tu affiches profil de colonne, voilà, voici les profils de colonne. Tu auras une fenêtre qui va apparaître ici. Donc, je vais désactiver profil de colonne, je vais rester là. Maintenant, ici, je vais regarder ID vente. ID vente. Il y a des informations qui sont précieuses. ID, lorsqu'on parle de ID, c'est quoi? ID, c'est la clé. C'est la clé, c'est quelque chose qui permet d'identifier. Ici, ID Vente, c'est la clé qui va te permettre d'identifier une vente de façon unique. Donc, ici, la vente n'est pas censée se répéter. Donc, ID Vente, c'est une vente unique qui s'est passée, ok, elle n'est pas censée se répéter. Voilà. Donc, on va regarder, on va analyser un peu. Valide 100%, heureux, il y a pas d'erreur, il n'y a pas de vide. Donc, c'est déjà très bien. Ensuite, on a cet élément qui est là. Vous voyez les barres ont toutes la même taille. Donc, c'est très bon signe, ça signifie qu'il n'y a pas de doublon. Ensuite, on dit 110, 1000 distincts et puis 1000 uniques. Qu'est-ce que ça voudrait dire, 1000 distincts et 1000 uniques? Ça veut dire qu'on a déjà 1000 distincts, on a 1000 valeurs différentes. On a 1000 valeurs différentes. Et ces 1000 valeurs différentes-là, ils sont tous uniques. Ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur qui se répète. On n'a aucune valeur qui se répète. Ici, c'est pas le cas parce que pour la date, on a 661 distincts. Donc, on a 661 dates différentes. Et parmi ces 661 dates, on a 406 qui ne se répètent pas. Donc, on a 406 valeurs uniques. Mais les autres, quand on fait le ratio, le reste, ils reviennent plusieurs fois. Mais déjà, quand je suis sur la colonne de date, je me rends compte que on a un gros souci. Le souci est que voici un format de date. Ça, c'est pas sous forme de date. Ça, c'est carrément un nombre. Je descends, je vois encore que on a un autre format de date qui n'est pas pareil que celui qu'on avait au départ. Donc là, je regarde rapidement. Je sais que je vais devoir travailler sur la date. Le produit. Le produit, est-ce que je regarde rapidement? D'accord, il n'y a pas de souci. Ici.
Quantité, ok. Prix, ok, il n'y a pas de souci. Devis, il y a un souci parce que il y a plus, ça a été saisi en plusieurs devises. Oh, il faut uniformiser tout ça. Et puis, on a des commentaires qui sont là, que je vais laisser. Ensuite, 2024, on a ID. Déjà, ça n'a pas le même nom. Ici, c'est ID. L'autre, c'était ID vente. On a date. Donc, ici, c'est plus en anglais, les colonnes. Donc, il faudra qu'on travaille dessus. Le même problème au niveau de la date. La quantité, ok, ok, il n'y a pas de souci. La devise et puis les commentaires. Donc, les, les deux fichiers ont plus ou moins les mêmes problèmes, à la différence que là, les entêtes sont en anglais. Ok, il y a des demandes pour intégrer. Je vais accepter. Ok. Du coup, on y retourne. Alors, on va faire ça rapidement, bien et bien. Ici, données de 2023. Ici, données de 2024. Mais 2023, 2024, comme ça, on ne comprend pas. Donc, déjà, on va commencer par renommer. On va appeler ça vente underscore 2023. Ici, vente underscore 2024. Super. Maintenant, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'aperçu qu'on a ici, c'est fait sur un ensemble de 1000 lignes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu charges ta donnée, que ta donnée fait par, tu as 2 millions de lignes, Power BI par défaut va te faire un profilage des différentes colonnes sur un ensemble de 1000 lignes. Mais tu as la possibilité de changer, voilà, tu as la possibilité de changer pour faire un profilage sur l'ensemble de tes données. Sauf que si tu as 2 millions de lignes, tu as 3 millions de lignes, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Mais si 1000 lignes déjà, on peut voir un peu les différentes répartitions, déceler directement les problèmes. Et puis on nous dit qu'on a 7 colonnes. Voilà, tu peux avoir l'information ici, 7 colonnes. Donc, je me mets en 2023. Hmm, ok, on va regarder la date. La date. Je vais faire comme ça déjà. Ok, je vais voir quelque chose. 2024 par exemple. D'accord. Juste pour tester, voir certaines choses. Donc, typiquement, les données de 2023. Voilà. On a des données de 2023. Ok, 2023. Même si le format n'est pas le même partout, mais typiquement les données de 2023. Alors, je vais commencer ici par convertir. Parce que c'est ça, quand tu veux modifier le type d'une colonne, tu viens ici, voilà, tu viens ici, et puis tu fais quoi? Tu convertis. Donc, tu cliques tout juste à gauche du nom de la colonne. Et là, tu as la possibilité, tu as un certain nombre de possibilités. Donc là, je vais cliquer pour changer le type en date. Puis en date, je vais ajouter une nouvelle étape. Super. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai effectivement changé la colonne en date, sauf que j'ai maintenant des erreurs. J'ai maintenant des erreurs. Donc là, l'objectif maintenant va être de savoir l'erreur est due à quoi? Pourquoi j'ai des erreurs? Pourquoi j'ai des erreurs? Donc, quand je clique ici, je vois que l'erreur vient du fait que cet élément-là, il n'est pas de type date. C'est carrément un nombre. C'est carrément un nombre. Je vais voir une autre erreur. Là, c'est encore un autre nombre. Maintenant, ce que moi je veux savoir, c'est est-ce que ceux qui n'étaient pas, les éléments qui sont de format date, mais qui ne sont pas c'est-à-dire qui ne sont pas pareils, exactement pareils, est-ce que eux aussi ils ont été convertis en date ou ils ont été des erreurs? Donc, quand je regarde ici, je prends par exemple V0, pour la commande V0, cet élément-là, quand je viens là, il se convertit, on passe maintenant vraiment au 24 11e mois 2023. Quand je viens d'un type encore, je remonte,
je vais prendre la vente V6 par exemple, c'est-à-dire le 30 octobre 2023. Si je clique là pour la date V6, 30 10e mois 2023. OK. C'est-à-dire que pour tout ce qui est des types qui sont sous format date, Power BI a bien compris. Pour tous les parties où il y a des erreurs, si je descends même en bas, on va se rendre compte que c'est les éléments qui sont de format numérique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer ces erreurs-là. Je vais faire un clic droit ici, remplacer les valeurs. Est-ce que je vais remplacer les valeurs directement? Non, je vais venir ici, remplacer les erreurs. Donc, c'est tout juste en bas de remplacer les valeurs, remplacer les erreurs. Je clique et je remplace l'erreur par nul. N-U-2-L. Et puis, bim, comme par magie, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur et notre colonne est bien au format date. On va continuer. Je viens ici, produit. Est-ce que le nom des différents produits sont uniformisés? Donc, jette un petit coup rapide. Ok, j'ai pas détecté d'erreur. J'ai pas détecté d'erreur. Mais il peut arriver que tu ne détectes pas d'erreur comme ça et puis bon, après au niveau du chargement, tu rencontres des soucis que tu es obligé encore de revenir dans Power Query. Alors ici, prix, ok, format décimal, d'accord, devise, je vais laisser ça pour le moment, je vais pas changer ça. Et puis notes. Ok, donc pour la vente de 2023, c'est bon, c'est bon. Je viens dans 2024. Je vais essayer d'aller un peu vite. Vous m'arrêtez si je suis trop rapide, vu qu'on a beaucoup de sources. Alors ici, on va commencer par modifier le nom de la colonne, c'est ID vente. Je vais m'assurer que c'est quand même écrit de la même façon pour uniformiser. Ok, ID vente, le V il est en majuscule. Ok, je vais m'assurer que c'est écrit de la même façon. Après date, c'était date tout court. C'était date tout court. Après ici on a produit, produit, produit. Ok. Après là on a quantité. Ok, ici il y avait un accent, donc il ne faut pas qu'on oublie. Quantité, quantité. Après ici, on a prix. Lorsque tu fais Power BI, on dit parfois quand tu fais Power BI, il faut travailler comme si euh, celui qui va regarder après ton travail ne connaissait vraiment, vraiment rien. Voilà. Donc, il faut être le plus explicite possible, le plus clair possible. Donc, après prix, on a devise et puis en dernière position, note. Donc, prix, devise, j'imagine qu'avec un D majuscule, devise et puis note. Note, note, note. OK. Je pense que pour la modification des noms de colonnes, on est bon. On a également le même problème ici avec la date. Donc, on l'a déjà fait dans 2023. Donc, on va faire pareil. Mais là, je me rends compte qu'il y a un problème un peu légèrement différent. C'est que dans les données censées être pour 2024 uniquement, on a des dates de 2023. Alors, ça, en situation réelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'as pas trop la main au niveau des données, c'est de rentrer en contact avec celui qui t'a mis à disposition la donnée pour signaler que dans le fichier de 2024, on a des données de 2023. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est les dates de 2023 qui sont dans le fichier de 2024, est-ce que c'est censé être là? Il peut t'expliquer que pour une raison X, Y, oui, les données de 2023 sont dedans. Donc, tu dis, OK, il n'y a pas de raison que je modifie ça, j'avance. Mais, s'il t'explique que c'est pas normal, tu dois gérer ça à partir de Power BI.
Et dans notre cas, c'est pas normal. Voilà. Dans notre cas, c'est pas normal. Donc, on va régler ça rapidement. Donc, partout, on va voir 2023. On va mettre 2024. Donc, pour ce faire, je fais un clic droit ici. Je viens de remplacer les valeurs 2023. Je vais changer avec 2024. OK. Maintenant, je vais passer pour convertir date. Super. Je viens là, je vais gérer les erreurs en remplaçant par nul. Super, super, super. Magnifique. Donc là, il n'y a pas de souci aussi sur produit. OK. Donc, normalement, pour nos deux feuilles des ventes, on a fini de, voilà, de les gérer séparément. On va maintenant les combiner. C'est-à-dire qu'on va les concaténer pour avoir un fichier. Un fichier uniquement. Un fichier uniquement. Donc, je vais me mettre ici sur 2023. Que je regarde déjà si on n'a pas de demande avant de continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, à les poser. Donc, je reviens là. Je suis dans 2023, combiné. Ici, je vais combiner comme nouvelle requête. Voilà, comme nouvelle requête. Ajouter comme nouvelle requête. Donc, je fais ça. Donc, étant donné que je suis sur 2023, c'est la première table que j'ai choisie, 2023. Je vais venir prendre 2024 là. Je vais faire OK. Donc, ça va me créer une nouvelle table avec les données de 2023 et de 2024 à l'intérieur. Et c'est possible de vérifier cela ici. Si je fais charger plus par exemple, ou si je crée 2024, voilà, on a les données de 2024. Donc ici, on a les données de 2023 et 2024. Ce que je vais faire, je vais appeler ça vente underscore global tech. Super. Et ce que je vais faire pour les deux fichiers qui sont là, je vais les désactiver. Donc, je vais désactiver le chargement. Pour désactiver le chargement, je fais un clic droit. Ici, il y a activer le chargement, j'enlève. Ici, activer le chargement, j'enlève également. En désactivant le chargement, on se rend compte que les noms sont en italique. Voilà. Ici, l'objectif, c'est que quand je vais faire fermer et appliquer, je vais finir faire mes transformations. Power Query ne charge pas ces deux informations, vu qu'ils sont combinés dans le fichier global tech. On les retrouve directement ici. Donc, je continue mon travail. Ici, mon problème étant qu'il y a, c'est au niveau du prix et des devises. Enfin, on doit uniformiser tout ça. On a plusieurs devises. On a le dollar, on a l'euro, et puis le dernier GBP, je ne sais pas ce que c'est. Si vous connaissez, vous me dites, vous dites cette devise, c'est quoi. Euh, donc, du coup, on a plusieurs devises là. Donc, on va les uniformiser dans la devise du commerce voilà, international. On va prendre le dollar. On va prendre le dollar. Du coup, on va convertir. On va convertir ce qui était le prix. Si le prix était saisi en euros, on va convertir en dollars. Si le prix était saisi en GBP, voilà, on va convertir en dollars. Donc, pour pouvoir se faire, on va faire des conditions. On va faire des conditions. Je vais venir ici. Voilà, je vais venir ici dans transformer et je vais chercher à ajouter une colonne. Pas une colonne conditionnelle parce que ça ne va pas répondre à nos besoins. Est-ce que ça va répondre à nos besoins? Bon, voyons si ça va répondre à nos besoins. Voyons si ça va répondre à nos besoins. Donc, si je fais ici, si je fais par exemple, c'est-à-dire le nouveau prix, je vais nommer prix USD. Quelle colonne nous intéresse? C'est devise. Donc, si devise est égal à
Par exemple, je vais mettre euro, le signe de l'euro. Ok, je vais aller sur Google. Je vais aller sur Google. Je vais mettre signe euro. Ok, je prends ça. Je reviens là. On va voir hein, si ça va nous aider à résoudre ça. Donc, si devise est égal à ça, alors je fais quoi? Bon, là, je suis un peu limité parce que moi, je veux mettre une, euh, une formule. Donc, bon, je vais laisser ajouter une colonne conditionnelle. Je vais venir ici. Ajouter une colonne personnalisée. Voilà, comme ça, je suis plus à l'aise. Super. Ajouter une colonne personnalisée. Donc, je viens là. Je prends la même chose. Prix. Prix USD. Je vais mettre underscore là. Qu'est-ce qu'on va dire? Je viens ici. Je prends devise que je vais bien sûr insérer là. Je vais dire quoi? Ici, on va écrire, on va coder un peu en anglais. Je vais dire si devise est égal à, comme ça, euro. Si devise est égal à euro, alors, alors, si devise est égal à euro, prix, alors prix, si devise est égal à euro, alors prix, on va multiplier prix par, par combien? Donc, c'est de savoir maintenant euh, 1 euro égale à combien en termes de, voilà, égale à combien de dollars? 1 euro égale à combien de dollars? Donc, on va aller regarder rapidement sur Google. On va faire euh, un produit en croix. Donc, 1 euro égale à X, tant dollars. Donc, voilà, ça va faire combien? Donc, on va faire la multiplication. Donc, je vais venir ici. Je vais venir ici. Euh, je vais mettre quoi? 1 euro en dollars. Voilà. 1 euro, Conversion. 1,14. Je vais prendre 1,14. Donc, si devise est égal à. Donc, si dans devise on a ça, alors prix est égal à. On va multiplier par 1,14. Donc, sinon, si, parce qu'on a un autre encore, sinon, si, donc, else, else, if. Donc, sinon, si, je vais mettre ça à la ligne. Sinon, si devise est égal. Sinon, si devise est égal à GBP, je crois que c'est comme ça. Sinon, si devise est égal à GBP, alors, alors, euh, alors prix est égal à multiplier par combien? Voilà. Prix multiplié par combien? On va voir ça sur Google rapidement. Je profite pour accepter notre cher ami qui rentre maintenant. Euh, ok. Donc, un GBP par exemple. GBP en dollars. Ça fait 1,31 dollars. Donc, c'est livre sterling. Ah, ok. Super. Livre sterling. Bon, on va multiplier par 1,35 alors. 31. 1,31. Sinon, allez, sinon, un dernier sinon, vous dites quoi? Si c'est directement dollar, donc sinon, je ramène
Euh, Sinon, je ramène quoi? Je ramène prix. Sinon, je ramène prix. Sinon, je ramène prix. Voilà. Donc, si c'est égal à ça, je fais prix multiplié par ça. Si c'est égal à ça, je fais prix à ça. Sinon, je ramène prix. Voilà. Ici, on a souligné quelque chose. OK. Je vais mettre point. Là, je crois que c'est bon. Ici, on code en anglais, donc c'est point également. Voilà. OK, c'est bon. Maintenant, pour ceux qui sont débutants, pour ceux qui sont vraiment débutants, on ne va pas se laisser impressionner par ça. Voilà. Parce que vu que Power BI se veut accessible. Je pense que tout le monde connaît ChatGPT aujourd'hui. Voilà, tout le monde connaît ChatGPT. Moi, j'avais la version premium de ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT. Tout le monde connaît aussi DeepSeek. Tout le monde connaît Copilot. Tout le monde connaît Gemini et tout, et tout, et tout. Donc, c'est de venir, par exemple, ici, et puis de lui poser ta question. Il va te donner le bon code que tu vas utiliser pour coller ici. Donc, mais tout dans le même service. Donc, si je fais par exemple, OK, là, alors voici les nouveaux prix. Donc là, on a les nouveaux prix. On a les nouveaux prix qui sont là. On a les nouveaux prix. Donc, pour les éléments où on avait dollar, c'est resté 221. Pour les éléments comme ça, on a une nouvelle valeur. Pour les éléments en euros, on a également une nouvelle valeur. Donc, je vais convertir ça. Je vais mettre décimal fixe là. Ok, c'est bon. Maintenant, on a, on n'a plus besoin de ces deux colonnes qui sont là. On n'a plus besoin de ces deux colonnes qui sont là. Ce que je vais faire, je vais pas les supprimer. Je vais pas les supprimer. Sauf que je vais les retirer. Je vais les retirer. Je vais gérer les colonnes. Donc, je viens d'en gérer les colonnes. Donc, je vais choisir les colonnes que je veux garder. Je vais choisir les colonnes que je veux garder. Donc, je vais garder tout sauf prix et devise, vu que j'en ai plus besoin. Donc, là, effectivement, on a toutes les ventes, les quantités vendues, le commentaire, donc le prix, et puis le commentaire en dernière position. Donc là, c'est bon pour... Oups, je pense que j'ai fait une erreur. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai fait une erreur? Ok, non, c'est bon. Ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, donc pour la vente, je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais poser une question. Oui, Excusez-moi. Au niveau des prix, je vois que ça affichait des prix avec un résultat à décimal. oui, Donc, supposons qu'on voudrait voir un résultat à prix fixe, genre arrondi. oui. Serait la méthode? D'accord. Si tu veux avoir tu veux avoir des nombres entiers, Oui, tu entier. viens ici dans la partie où on change le type et tu prends nombre entier ici. Nombre entier. Donc si tu cliques, voilà, tu as les éléments qui sont nombre entier. Voilà. Ok, merci. Je t'en prie. Donc on va laisser comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on va passer à une autre donnée. D'accord. Selon les exercices, selon les exercices, on avait des fichiers Excel, CSV. Donc, Excusez-moi, j'ai une autre question. ok, Revenons à la partie Power Query. Je vois, on a fait un exercice où on a transformé des erreurs en nul. oui. Je ne sais pas, lorsque c'est affiché nul comme ça va correspondre à une information ou bien on va les supprimer après?
Non, ça correspond à du vide. Voilà. Ça correspond à du vide. Ça permet de gérer les erreurs, mais Power BI se rend compte que ici, on n'a pas la date. On n'a pas effectivement la date. Voilà. Donc, ça va être considéré au résultat avec des erreurs, un vide sans, C'est ça, une ça. information sans date, en fait. C'est ça, effectivement. D'accord, merci. Oui, vas-y, vas-y. Gigi, vas-y. Tu as la parole. Allô, bonjour à tous. Ma question, quand on va utiliser le nombre décimal et quand on va utiliser le nombre décimal fixe? C'est ça ma question. Ok. Un, Merci. d'accord, je t'en prie. Ici, il n'y a pas, il n'y a pas de différence, je vais dire vraiment réelle où ça va vraiment jouer au niveau de la donnée. J'aurais pu laisser ici en, en décimal fixe, hmm, ou mettre en, comme on appelle, en décimal fixe ou mettre en décimal. Donc, ça, il n'y aura pas vraiment de grande différence. De grande différence. Sauf que quand on va mettre en décimal fixe, par exemple, ici, un instant, ma colonne, ok. Sauf que quand on va mettre par exemple ici en décimal, ici, quand on va regarder pour certaines valeurs, on aura plus de nombres après la virgule. Pour certaines valeurs, on peut avoir plus de nombres après la virgule. Donc, certains éléments vont jusqu'à 4 chiffres après la virgule. Voilà, 4 chiffres après la virgule. Ce qui est différent lorsque je mets un décimal fixe, où c'est vraiment fixé à 2 chiffres après la virgule. Voilà. C'est un peu ça la différence. Mais en termes je vais dire, de valeur finale, il n'y a pas vraiment grande différence. Voilà, ça se remarque même pas. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'on a une autre question ou on peut continuer? Je vais prendre la dernière question de Yeo. Ok, merci pour ce. Je pense que c'est pas une question, mais c'est juste un additif ou Super. bien une suggestion par rapport au décimal fixe ou non. Bon, je prends par exemple le cas de si on doit adapter l'exercice à un contexte africain ou bien en Côte d'Ivoire. Généralement, nous, les paiements, on n'utilise pas des chiffres à virgule, c'est 200, 300. Donc, je pense que pour ce cas-là, il serait bien de convertir en nombre entier quand on va faire la conversion en francs CFA, parce qu'on ne pourra pas peut-être interpréter avec les décimales. Donc, je me dis que c'est un cas où on sera amené à ramener ça en entier. Mais ici, on est plutôt en dollars ou bien en euros. Là-bas, il y a la possibilité de payer en centimes d'euros. Donc, je pense que là, ça passe. C'était juste ça. Merci. Magnifique. J'apprécie ton additif. Voilà. C'est assez constructif. Ok. On va poursuivre. Donc, nouvelle source en Excel, pendant CSV. En CSV, ici, on va prendre client. On va prendre client. OK. Le charge. On nous a donné également un fichier taux de change, mais ce n'est plus important ici. Vu que à l'aide de Google, on a réussi à convertir, à faire nos conversions. Donc, client global. Donc, déjà, on va observer rapidement nos colonnes. On va se rendre compte que ici, les colonnes sont pas bien nommées. Quand on observe, on se rend compte que les valeurs, c'est-à-dire ce qui est censé être les noms de colonnes, sont les premières lignes. Et
Dans Power Query, pour gérer ça, c'est facile. Je regarde dans le ruban, je vais chercher utiliser la première ligne pour les entêtes. Utiliser la première ligne pour les entêtes, tout à gauche, ok. Voici ça. Donc, une fois que je clique, les premières lignes deviennent des entêtes et avec les bons noms. Je vais regarder ID client. On a dit que ID, c'est une clé qui permettait d'identifier de façon unique le client ou bien l'élément. Ici, comment on appelle, deux, deux formes qui ont été dues peut-être à des erreurs de saisie et tout. Donc, on se rend compte que ici, il y a d'autres avec un tiret, il y a d'autres sans tiret. Donc, soit je décide de mettre les tirets pour les personnes, pour les ID, il n'y a pas de tiret, soit je décide d'enlever où il y a les tirets pour rendre tout au même, comment on appelle, sur la même forme. Donc, ce qui serait plus facile et plus intéressant à faire, c'est d'enlever les tirets. Donc, je viens là, remplacer les valeurs. Je vais remplacer le tiret par quoi? Par rien. Donc, je laisse comme ça. J'appuie sur OK. Magnifique. Donc, tous les éléments ici où on avait des tirets, ils ont disparu. Ils ont été remplacés par rien du tout. Voilà. C'est possible de faire avec Power Query. Ici, on a une colonne nom-prénom. Je me rends compte que les noms et prénoms sont séparés par des points-virgules. Là, je peux décider de séparer la colonne, donc de fractionner cette colonne-là pour avoir nom à part et puis prénom à part. Ou je peux décider de remplacer le point-virgule par un espace pour garder ma colonne nom-prénom. Comme on a fait beaucoup de remplacements, on a beaucoup remplacé, ici je vais décider de faire ça. Donc je vais venir fractionner la colonne par délimiteur. Ici notre délimiteur c'est point-virgule. Point-virgule. Voilà. Super. Donc là on a le nom, là on a le prénom. Henri, Maryse, Masson, Gilles, etc. Donc là on va modifier la tête. Nom. Renommé. Ici aussi, bon, je vais cliquer 2 fois. Prénom. Super, super, super. Maintenant, ici, l'email. On va regarder l'email. Est-ce que l'email est correct? Est-ce que l'email est correct? L'email n'est pas correct parce que pour certains, on a .com et puis pour d'autres, on n'a pas .com. Donc, on va créer encore une colonne personnalisée. Ici, on va appeler email. Mais comme les colonnes doivent pas avoir exactement le même nom, je vais mettre un underscore ici. Et puis, je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Si hum, test, ok. Donc, sur le test, la fin du test, sur la fin du test contient, un point .com. Voilà, tu n'ajoutes pas, sinon tu ajoutes un point .com. Donc, je vais prendre ici email. Ok. Je vais mettre .com. Là, j'ai un peu oublié la structure exacte. Comme ok.
on va faire quelque chose. On va aller directement demander à ChatGPT de compléter ça. Voilà. Je vais dire, je veux ajouter un point .com aux emails qui ne co qui en ont pas qui n'en ont pas en utilisant Pour ça, vous avez marqué aux images au lieu de aux emails. oh merci. En utilisant une colonne personnalisée dans Power Query. Corrige mon code. Ok, je mets mon code là. Ok, ok, ok. Ok, je vais prendre ça. Je vais prendre la partie qu'il y a là. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va regarder la fin. Donc, si la fin contient .com, c'est ça. Si la fin de l'email contient .com, on retourne ce qu'il y a dans la colonne email. Sinon, on ajoute un .com à l'email. Je vais te pousser ici. Voilà. Donc, voici comment est-ce que ChatGPT nous aide à, à résoudre les problèmes sur Power Query. Donc, c'est super. Regarde ici, pour les éléments avec .com, on a les .com à la fin. Pour ceux où on n'a pas de .com, on a un .com qui s'est ajouté. Voilà. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Donc, celui-là, je vais simplement le désactiver ou encore le retirer. Gérer les colonnes. Gérer les colonnes, c'est ce email-là. Je vais le retirer. On ne sait jamais, je peux en avoir besoin d'email. Du coup, cette colonne, qui est le CA 2023, qui est le CA de 2023, qui représente le chiffre d'affaires généré par les clients pour l'année 2023, n'est pas censé être en format test. N'est pas censé être en format test. Et ici, c'est en format test. Pourquoi? Parce que on se rend compte que ici, on a une virgule et on a un point. Quand on l'observe, on se rend compte que la virgule qui est là est pour le séparateur de milliers. Voilà, la virgule, c'est plus un séparateur de milliers. Et le point, c'est plutôt le point pour la décimale. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? On va simplement enlever le séparateur de milliers qui est la virgule. On va enlever le séparateur de milliers qui est la virgule. Comme ça. On remplace par rien du tout. Et ici, on vient convertir, par exemple, si je mets ça comme ça, d'accord, l'erreur dit quoi? Bon, ok. Je retourne en arrière. La puissance de Power BI, c'est aussi ça. Hein. Ici, est-ce qu'on va remplacer encore par une ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On peut remplacer par une virgule. On peut remplacer par une virgule. Parce que ici, c'est les virgules qui sont reconnues. On peut remplacer par une virgule. Mais j'ai envie de tenter aussi quelque chose. J'ai envie de tenter quelque chose. C'est-à-dire que si je viens là et que je fais modifier le type et que je viens là, utiliser les paramètres régionaux, je vais tester quelque chose pour voir. Utiliser les paramètres régionaux.
et que ici je mets décimal et que là je change et que je prends anglais États-Unis par exemple, que je prends ok, que je prends anglais États-Unis par exemple. Ok. Donc là on a converti mais avec les paramètres régionaux. Là on a converti en utilisant les paramètres régionaux. Ce qui était différent si j'avais converti directement ici, si j'avais converti directement ici, parce que j'utilisais les paramètres régionaux français. Donc, dans la notation française, c'est pas le point qui représente la virgule. Donc, en utilisant les paramètres régionaux États-Unis où le point représente la virgule, je peux convertir directement. Voilà, je peux convertir directement et pas bien reconnaître cela. Je pense que c'est bon ici concernant les, le CA. Je crois que c'est bon concernant le CA. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se connecter à plusieurs sources de données et puis de pouvoir les traiter. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut aller encore plus vite. Donc, une fois on a intégré Excel CSV, allons pour le format JSON. Donc, nouvelle source, allons prendre JSON. JSON, super. On dit stock, c'était un fichier stock API. Voyons voir dedans. Ok, il se connecte. D'accord, je vais accepter en attendant que ici ce soit bon. Ok, est-ce que ici on a des personnes qui se connectent? D'accord. Donc ici on a un fichier stock API. Un fichier stock API. Je me rends compte que jusque-là, les, les éléments qui ont été vraiment les plus grands défis ont été sur la date. Hein. Les plus grands défis ont été sur la date. Je regarde les produits avec mes 1000 premières lignes. Ok, ça me semble uniformisé. Le stock de Paris, le stock de Lyon, de Berlin. Ok, les types sont bien au bon format. Ici, la date. La date, si je viens que je convertis ici en date heure, ajouter une étape. Il y a des erreurs. 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 Donc, je ne peux pas convertir en date heure. Si je convertis ici en date directement, là même, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, ce qu'on va faire, je vais voir ici, je vais fractionner. Là, je vais fractionner. Je vais fractionner la colonne. Je vais fractionner la colonne par délimiteur. En observant, on se rend compte que ici, le délimiteur, c'est un T. Un T. Donc, délimiteur, je vais mettre T. Et puis, bim, comme par magie, on a toutes les dates qui sont bien sorties avec nos heures qui sont bien sorties. Donc, ici, je vais mettre date. Date. Et puis ici, je vais mettre heure. Heure. Donc, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, c'est en alphanumérique. Mieux s'assurer qu'il n'y a pas de lettres dedans. Parce que souvent, c'est des valeurs numériques en apparence, mais tu peux te rendre compte qu'il y a des lettres qui sont cachées à l'intérieur. Mais ça, c'est au niveau du chargement. Quand tu seras en train de charger, tu vas t'en rendre compte. Donc, stock, on a réglé stock. Magnifique. Power BI aussi, étant un logiciel super puissant, permet de nous connecter à des bases de données de type ou à des informations, parce que c'est différent une base de données, donc à des informations de type PDF.
PDF. Donc, je suis là, je me connecte, je vais prendre les données logistiques qui sont dans un fichier PDF. Donc, j'ouvre, ça tourne, magnifique. Ici, quand je clique là, ok, ok, ok. Là aussi, d'accord. Ça, c'est quoi? Ok, c'est la même information qui se répète, mais différemment. On n'en a pas besoin. Ok, on va garder les deux premiers. Donc, les données logistiques de Global Tech. Donc, on va faire un peu ce qu'on a fait pour vente là. Donc, ça va directement ici. Je vais commencer par gérer les colonnes. C'est fait. Ensuite, je me rends compte que à chaque 10 éléments, à chaque 10 éléments, bon, environ 10 éléments, on a des espaces et puis les noms des colonnes se répètent. Les noms des colonnes se répètent. Donc, ici, on a les commandes, on a numéro commande encore, on a les commandes, on a numéro commande et c'est pareil pour tous les éléments qui sont là. Pour tous les éléments qui sont là. Donc, ce qu'on va faire, je vais copier le nom qui est là. C'est copié, c'est bien. Je vais venir, je vais faire un clic droit. Je vais remplacer ça, les valeurs. Donc, toutes les valeurs qui sont numéro commande seront remplacées par rien du tout. Donc, on voit que tous les commandes ont disparu. Donc, c'est considéré comme du vide. Donc, c'est du vide, voilà, pas rien du tout. J'aurais pu mettre aussi nul. Voilà, ça aurait donné le même résultat. Donc, je viens ici, prends ça, je remplace les valeurs par rien du tout. Je viens là, poids, je fais pareil. Je fais pareil, je remplace les valeurs poids par rien du tout. Je termine avec statut. Voilà. Donc, comme disait Ahmed en début, c'est vraiment ici qu'on va passer le plus de temps lorsqu'on va travailler sur Power BI. Surtout lorsqu'on travaille dans des grandes boîtes. Lorsqu'on travaille dans des grandes boîtes, on va passer assez de temps ici. Assez de temps ici. En train de gérer, nettoyer la donnée. Donc ici, on va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer ce vide qui est à l'intérieur. On va retirer ce vide qui est à l'intérieur. Je peux faire ça comme ça, le vide. On voit qu'il y a du vide là. Donc je vais filtrer pour retirer le vide. Donc là, on n'a plus de vide. On n'a plus de vide. Le poids. Ah, le poids est en plusieurs. En, 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 en unités différentes. Voilà. Vraiment, ceux qui ont saisi là, ils nous ont fait cadeau. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire encore pareil. On va aller encore sur Google pour essayer de voir est-ce que 1 kilo, 1 kilogramme, c'est égal aussi à un LBS. Ça va. On va voir. Mais avant tout, on va venir ici. Mais j'ai pas envie de faire ça maintenant là. Parce que si je fais, ça va me demander que je fasse encore pareil ici. Donc c'est mieux, je vais concaténer. Et puis ensuite, je vais gérer ça. Voilà. Donc, du coup, je vais venir ici. Mot de colonne. Je vais renommer ici destination. Je vais venir là. Je vais renommer. Après, troisième colonne, poids. Je vais renommer. Ensuite, statut. Je vais renommer. Je vais renommer. Magnifique. Donc là, c'est vraiment renommé. Je vais venir combiner encore. Donc là, comme une nouvelle requête. C'est vraiment intéressant parce que tu ne touches pas les éléments qui sont là-bas. Tu peux revenir après pour essayer de revoir. Voilà. Et on va appeler ça logistique global tech. Logistique
global tech. Magnifique. Et ces deux éléments qui sont là, tableau 1, tableau 2, on va les désactiver. On va les désactiver pour ne pas qu'ils se chargent lors du chargement. OK. Donc, dans les données de Global Tech de logistique, on va convertir aussi, uniformiser les poids. Uniformiser les poids. Donc, on vient dans ajouter colonne, colonne personnalisée par là. On va appeler ça poids, sauf qu'on va mettre un underscore à la fin, qui ne se remarque pas tout de suite. Un underscore pour faire un peu de différence. Et puis, on va dire quoi? On va convertir, on va prendre quelle unité? On va ramener tout en kilogrammes. Hein. Voilà, on va ramener tout en kilogrammes. Donc, on va dire quoi? On va dire si quoi, 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 si quoi. Si la fin se termine par kilogramme, c'est ça, non? Donc, on va un peu s'inspirer de ce qu'on avait fait, de ce qu'on avait fait dans vente ou dans client pour cette colonne-là. On va s'inspirer un peu de ça. On va aller copier ça. Voilà. Et puis on revient ici. Colonne personnalisée. On va appeler ça poids, comme on a dit. Underscore en bas. On va venir, on va coller ça là. On dit quoi? Si la fin de poids, ici c'est poids, contient, contient kilogramme, kg, alors je ramène, je ramène poids. Ah, c'est pas bon. Qui sait pourquoi c'est pas bon? Qui sait pourquoi c'est pas bon? Est-ce que quelqu'un a une idée pour pourquoi c'est pas bon ce que je suis en train de faire là? Si Je vous avez, pense, si vous avez une euh, idée, vous dites pourquoi c'est pas bon. Attends, avant que je saute. Pourquoi c'est pas bon ce que je suis en train de faire? Qui a une idée? Parce que en faisant, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Parce que là, ce que je voulais faire, je voulais euh, voir la fin. Donc, si la fin se termine par kilogramme, je vais multiplier. Non, si la fin se termine par kilogramme, je laisse intact. Mais si ça se termine par LBS, je vais multiplier par l'unité. Ça veut faire un produit en croix rapidement. Et puis, avoir tout en kilogrammes. Tous les poids uniformisés. Qui a une idée pour lequel c'est pas bon? C'est ce que je suis en train de Euh, faire. moi, moi j'ai une idée. Super, vas-y. Je me dis que euh, l'information qui est contenue dans la colonne, c'est pas du texte. De l'autre côté, on avait un texte, donc c'est pourquoi on avait dit à la fin du texte, s'il y avait .com, on allait remplacer. Alors que la colonne, je pense que dans les colonnes poids et autres, c'est la valeur, en fait. Donc, ça revient à utiliser la méthode qu'on a utilisée pour pouvoir convertir les prix de dollars, non, de livres sterling à dollars et autres. Donc, moi, c'est ce que je pense. Ce que tu dis, c'est juste, sauf que tu as inversé en fait. C'est-à-dire que ici, c'est justement, ici, c'est un format test. C'est un format test. Alors que de l'autre côté, c'était vraiment séparé. On avait le prix à part et puis la devise à part. moi, je peux intervenir. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que si on mettait la condition sans texte et puis considérer directement avec poids, ça va définir déjà que c'est des entiers, c'est des décimaux, quoi. Oui, mais ici, la colonne est sous format test. Hein. Donc, il faut déjà convertir comment on appelle la colonne en décimale, je crois. C'est ça. Il faut que cette colonne-là soit en décimale. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va Clean. fractionner la colonne. On va fractionner la colonne pour séparer euh, le poids, c'est-à-dire la valeur numérique de la valeur textuelle. Donc, je mets là, je fractionne.
Ici, le délimiteur, c'est quoi? C'est juste l'espace. Donc, je mets espace. OK, super. Donc, là, on a le poids. On a le poids qui est là. Et puis, ici, on a l'unité. Donc, on a la valeur. Valeur, valeur poids. Valeur poids. Et puis, ici, on a l'unité. Maintenant, ici, on va convertir rapidement, hein. On a déjà vu ça plus haut là-bas. Donc, si je viens ici, OK. Donc là, je pense que ça va marcher maintenant. Ça va marcher maintenant. Je pense que ça va marcher maintenant. Si je crée ma colonne personnalisée, ça va marcher. Donc, on n'aura pas besoin de ça, hein. Je vais appeler ça poids, poids unifié. Je vais appeler ça comment? Bon, poids avec underscore. Ici, ça va être maintenant légèrement différent. On va dire quoi? On va dire si unité, si unité est égale à LBS, alors, il sera multiplié par combien? Allons regarder sur Google. Allons regarder sur Google. 1 L, 1 LBS en kilogrammes. Ok, donc c'est un livre. Ok, il est multiplié par, voilà, 0, bon, moi je prends tout. Je prends tout. Donc, si l'unité est égale à ça, alors valeur poids est multiplié par ça. Sinon, donc else, sinon je ramène quoi? Je ramène valeur poids. Sinon je ramène valeur poids. Comme on code en anglais, je remplace ça par un point. Et puis là, c'est en LBS, donc c'est converti en kilogrammes là. Ici, c'est en kilogramme, donc c'est ressorti en kilogramme. Donc, je vais appeler ça, au lieu de poids underscore, je vais appeler ça poids kilogramme. Ensuite, ici, je fais pareil. Je vais gérer les colonnes. Je vais retirer ceux dont j'ai pas besoin. Je vais retirer ceux dont j'ai pas besoin. Donc, ici, j'ai pas besoin de valeur poids. J'ai pas besoin aussi de unité, vu qu'on a tout unifié ici. Donc, statut, que c'est bon. Voilà. Donc, on a toutes nos commandes là. On a toutes nos commandes là. On a toutes nos commandes ici. Ok. On a toutes nos commandes. Maintenant, je pense qu'on peut poursuivre vers une autre source de données, hein. Vers une autre source de données. Euh, Après PDF, on a la dernière source de données qui est SQL Server. Ici, pour le coup, SQL Server, je vous ai mis à disposition un script SQL. Parce que c'est vrai, on parle de Power BI, mais on néglige aussi beaucoup SQL. Lorsque je viens faire Power BI, je suis parfois emmené à exécuter des scripts SQL. Donc, il faudrait que je puisse comprendre. On ne te demande pas d'être ultra fort en SQL, mais il faut comprendre le script, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut être capable aussi de pouvoir résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'être
voilà, de tout comprendre, vu qu'il y a les IA génératives, mais savoir déjà ce que tu veux. Savoir déjà ce que tu veux. Et pour savoir ce que je veux, il faudrait que je puisse comprendre le code. Voilà, il faudrait que je puisse comprendre le code. Donc, c'est un script SQL qui est adapté pour SQL Server. SQL Server, c'est quoi? SQL Server, c'est un système de gestion des bases de données relationnelles. Il y a les bases de données relationnelles, il y a les bases de données NoSQL. C'est pas à l'ordre du jour, donc on ne va pas rentrer forcément dans les détails. On va s'attarder sur les bases de données relationnelles. Donc ici, SQL Server, qui est un système de gestion des bases de données, donc on va dire un SGBDR. Donc il va gérer nos différentes bases de données. C'est pour ça que quand je parle de Excel, je parle pas, quand j'entends Excel est une base de données, bon, ça me fait un peu bizarre. Quand j'entends, voilà, un fichier PDF, on dit les données, il faut te connecter à la base de données, on te donne un fichier CSV ou un fichier PDF, ça me fait un peu bizarre. Mais pour respecter les thèmes justes, c'est un peu ça. Donc là, c'était d'exécuter ce script dans SQL Server. Si vous avez un autre système de, de gestion des bases de données comme MySQL ou encore autre, vous pouvez adapter le code SQL pour que ça puisse s'exécuter chez vous. Mais ce code-là, il est vraiment adapté pour SQL Server. J'avais voulu ajouter une petite difficulté dans le chargement au niveau du nombre de lignes, aller jusqu'à 2 millions de lignes. Mais si j'avais fait ça, ça aurait pris un peu de temps à charger dans Power BI. Donc, je me suis limité à 2000 lignes au lieu de 2 millions. Ok, donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça a pris un peu de temps. Peut-être que j'aurais dû lancer avant d'entrer ici. Donc, je vais tuer la tâche et puis relancer pour voir. Je vais tuer la tâche et puis relancer pour voir. Parce que là, ça a pris un peu de temps, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Je vais fermer ça aussi, j'en ai pas besoin maintenant. Ok. Est-ce que on a des questions? Je lance et puis je reviens pour répondre aux questions. Je fais encore plus de ressources. Donc, je me mets là, je relance et puis je viens. Est-ce qu'on a des questions à ce stade? Ok, vas-y, pose ta question. Ma question, est-ce que Power BI peut connecter à les données non relationnelles ou bien juste les données relationnelles ou bien juste les bases relationnelles? Ok, euh, je vais dire deux types. Il y a les bases de données relationnelles et puis il y a les bases de données NoSQL. Ceux qui ne sont pas relationnels, on parle de NoSQL. Ça dépend du coup du type de données. Dans les bases de données relationnelles, on a les données de type euh, tabulaire, comme les données qui sont dans un fichier Excel, les données qui sont dans un fichier CSV, les données qui sont dans un fichier JSON, les données qui sont dans un fichier PDF, mais bon, qui sont sous format tab, etc. Donc, une fois que je comprends que ceux qui sont gérés par les bases de données relationnelles sont sous cette forme, donc les données qui sont sous cette forme, je vais maintenant me tourner maintenant pour les données NoSQL. Quand on parle de données NoSQL, là, il s'agit des données de type image, de type son, de type vidéo. Et jusqu'à preuve du contraire, Power BI n'analyse pas ce données-là. Du coup, pour répondre à ta question, je pense pas. Je pense pas. J'en ai pas encore travaillé dessus, mais franchement, je pense pas. Donc, s'il y a des gens qui ont de l'expérience dessus, ils peuvent prendre la parole, mais je pense pas que on peut charger des données de type audio, vidéo, image, et puis les analyser comme on analyse les données de type tabulaire. Voilà. Donc, ici, on est connecté à nos bases de données.
Voilà, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, il a la parole. Euh, Excusez-moi, hein. En fait, moi j'ai une question aussi, mais c'est pas, ça n'a rien à voir un peu avec ce que la dame Ok, m'a demandé. allez-y. Moi, c'est du côté final, c'est-à-dire on a nettoyé les données de 2023, de 2024 sur le fichier Power Query. Supposons que on a des données maintenant de 2025. Est-ce que, vu qu'on a automatisé certaines choses de façon en faisant la programmation, est-ce que si on injecte déjà dans le fichier, ça va prendre en compte maintenant pour le fichier, pour les fichiers suivants, pour la lecture? Ok. Là, c'est une très bonne question. Parce que les données qu'on reçoit sont des données, les données de la vente, par exemple, ici dans notre cas, sont des données Excel. Sont des données Excel. Donc, ce qui signifie que lorsque j'aurai mes données, je vais aller me connecter encore à ces données-là et puis je vais travailler, venir les concaténer encore. Tu vois, je vais venir me connecter encore aux données fichiers Excel là et puis je vais faire encore le même traitement sur la donnée de 2025 par exemple et puis je vais concaténer. Ce qui allait être différent si on était connecté directement à une base de données. Et aujourd'hui, c'est ce genre de problème qu'on va rencontrer en entreprise. Pour des sujets, on te donne une base de données. Et quand on te donne une base de données, une fois que tu as fait ton traitement, le flux ETL est là. Quand les données de 2025 arrivent, c'est déjà automatisé et ça se charge uniquement directement. Mais dans les cas où on a des rapports qui sont ou bien qui tournent grâce à des fichiers Excel, on va refaire encore un travail derrière. Généralement, ce genre de rapport-là, on reçoit des fichiers CSV Excel chaque mois, chaque 3 mois, chaque année et tout, et tout, et tout. Donc, bon, tu ne sens pas, vu que tu ne fais pas ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on te donne un fichier Excel comme ça, et que c'est une nouvelle donnée, tu vas venir faire ça encore. Donc, Ok, merci beaucoup. je Parce que t'en prie. moi, en fait, j'analyse des ventes de façon hebdomadaire et mensuelle. OK. Donc, c'est dans ce contexte-là que je posais la question, si à la fin, par exemple, de chaque mois, donc je me rends compte que je vais devoir refaire le même exercice parce que les données viennent sur Excel. Donc, je me rends compte qu'à travers ce que vous avez dit, on doit refaire le même exercice en concatennant pour avoir des données évolutives. C'est ça. Merci. OK, on termine avec notre dernière source de données. On va voir ce qu'il y a dedans. Bon, ici dans SQL Server, j'ai deux tables. J'ai deux tables. Ce qui va nous intéresser, c'est Global Tech. Donc, je vais venir me connecter à SQL Server. Donc, pour se connecter à SQL Server, moi, j'ai SQL Server en local. Donc, la façon dont je vais me connecter en local est un peu différent à si j'étais en entreprise et que j'avais une base de données sur le serveur que j'allais me connecter. Mais l'idée reste la même. Donc, ici, une nouvelle source de données. Je vais venir chercher SQL Server. OK, base de données SQL Server. Voici ça. Du coup, ici, le serveur. Donc, en entreprise, on va mettre peut-être le serveur. On va mettre 120 points. On va entrer les différents serveurs. Mais ici, comme on est en local, voici le nom de mon serveur qui est là. Donc, je vais copier ça. Je vais copier ça. Donc, ici, je viens dans propriété pour qu'il nous donne les informations. Les informations, c'est un peu lent. Ma recherche est très consommée actuellement. Je n'ai pas envie de copier ici. C'est pas intéressant. Ça prend du temps, ça prend du temps. C'est pas intéressant ça. Oh, ça n'a pas planté. J'espère que ça n'a pas planté. Bon, c'est pas grave.
Je voulais pas le faire comme ça, mais si on veut avancer, vaut mieux faire un pas que de rester figé. Donc d'où Vx, d'où Vx tiret, tiret 4M4, 4M4, P2M3, P2M3, slash SQL Express. SQL Express. SQL Express. Ah, on dirait que c'est venu. Ok, c'est venu. Propriété. SQL Server. SQL Server. Ok, maintenant là, ça c'est le nom de mon serveur. C'est le nom de mon serveur local. Ici, la base de données, je vais mettre le nom de la base de données. Le nom de la base de données, c'est Global Tech. Ok, ça vient pas, c'est pas grave. Global Tech Command. Donc, c'est là qu'on a nos données de commande. On ne sait pas pourquoi on a les données un peu papier partout, mais bon, c'est le travail. C'est ça qui fait de nous des experts. Global Tech underscore commande. Commande comme ça. Ok. Maintenant, ici, ça c'est vraiment parce que c'est un exercice. Donc, il faut que je précise. C'est vraiment parce que c'est un exercice. Voilà. C'est vraiment parce que c'est un exercice que, ici, je me connecte au serveur. Je mets le nom de la base de données et je peux appuyer sur OK. Parce qu'en appuyant sur OK, moi, je connais l'exercice. J'aurai une seule table à l'intérieur. Donc, la table va s'afficher. Cependant, en situation réelle, on ne fait pas ça. Ou bien, on évite de faire. Parce que lorsque je me connecte au serveur, je mets la base de données et que je fais OK, dans une base de données, on est amené à avoir plusieurs tables. Il y a des bases de données là qui ont énormément de tables. Plus de 100 tables dans la base de données. Donc, si tu vas venir ici, quand tu vas faire OK, pour aller chercher la table dont tu as besoin, c'est pas sûr que tu risques de t'en sortir. Or, en entreprise, chez nous, on dit que tout est urgent. Tout est important et tout est urgent. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule tâche sur laquelle tu travailles. Donc, tu dois faire ça rapidement, aller faire une autre tâche aussi rapidement et puis avancer. Donc, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on met le nom de la base de données, on va venir écrire un script SQL ici. Un script SQL qui te permet de te connecter directement à la table dont tu as besoin. Donc, ça peut être select étoile from. Si je connais la table, si je n'ai pas le script de la table, je vais demander à celui qui m'a mis à disposition la base de données, donne-moi le script de la table. Donc, ici, je peux le faire, mais j'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose de propre. Voilà, j'ai vraiment envie qu'on fasse quelque chose de propre. Mais si l'ordinateur est lent et que ça dure, je pense qu'on va avancer. Sinon, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre. Ah, c'est maintenant il a voulu sortir. Depuis j'ai lancé pour prendre le nom qui est là, copier le nom du serveur, c'est maintenant qu'il est sorti. Ça, c'est pas intéressant. Mais bon, je pense qu'on peut continuer. Ici, la table, je clique sur la table pour voir la table qui nous intéresse et avoir le script de la table. Avoir le script de la table. Parce que ça, je pense que je me suis pas trompé ici. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est ça qui est là.
le script de la table. Donc ici, j'ai une seule table. Comme c'est pour l'exercice, ici, j'ai une seule table qui est la table commande. Donc je vais prendre un script SQL Server qui me permet d'avoir les informations. Donc là, je vais afficher les 1000 premières lignes de cette table-là. Donc en exécutant ce script-là, donc là, ça tourne. J'aurai les 1000 premières lignes de la table dans SQL Server. Et là, avec le script qui va me permettre d'afficher les 1000 premières lignes, je peux utiliser ce même script dans Power BI pour charger nos données. Voilà, pour charger nos données. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. En même temps, si vous avez des questions, c'est le moment parce que là, ça tourne, on attend, on peut profiter pour répondre. Ah, ok, c'est bon. Donc, voici mes données qui sont dans cette table-là. Donc, je vais venir ici, je vais copier ce script-là, ce script SQL. Si il y a le besoin d'apprendre SQL, s'il y a le besoin d'apprendre SQL, vous pouvez émettre le besoin et on verra comment est-ce qu'on organise une session de formation complète de A à Z sur SQL Server où on va apprendre à écrire des sous-requêtes, on va apprendre à écrire des requêtes vraiment performantes et tout. Donc là, je viens coller mon code. Je viens coller mon code. Donc ici, il y a un top. Donc ça veut dire que c'est limité à 1000. J'enlève ce top-là, j'en ai pas besoin. Et puis je sélectionne toutes mes colonnes qui sont là. Donc ça, c'est vraiment un code typique de SQL Server. Ici aussi, il y a le mode comment on appelle, de connexion. Quand je fais import, j'importe toutes mes données dans Power Query. Si je suis sur Direct Query, c'est comme si je faisais une photo de la base de données. Donc, les informations ne sont pas réellement ici, mais je fais une photo de la base de données que je mets dans Power BI. Ça, on verra dans les prochains jours. Donc, si je fais OK, là, avec le site SQL, donc, tu vois, je viens directement sur la base de données. On ne va pas me poser des questions concernant quelle table je vais choisir, vu que j'ai mis le script SQL. Donc, je suis là, j'appuie sur OK. Et là, je me suis connecté à une base de données. Et l'avantage de ça, c'est que ici, aujourd'hui, si j'ai les données de 2026 dans ma base de données, si on a les commandes de 2026, il suffit qu'on actualise la base de données ici, actualiser l'aperçu, quand on actualise la donnée dans Power BI, et les données de 2026 vont remonter. Les données de 2026 vont remonter, ce qui n'est pas le cas si on avait un fichier Excel. Donc ici, je termine rapidement. Commande, OK, ID commande, type de client. Bon, ici, ça ne correspond pas exactement à ce qu'on a eu là-bas. Mais bon, ça revient pareil. Ici, on a la date de commande. La date de commande, c'est le même traitement qu'on a fait. Donc, bon, tu viens ici, je convertis en date. Je convertis en date. T3, je vais voir ça. Ok, T3, ça n'a pas pris. Donc, si je mettais en date E, par exemple, ok, là, il y a plus d'éléments qui ont pris. Ceux qui sont des erreurs sont les éléments qui, voilà, ceux qui sont de type entier. Donc là, à partir de ce moment, je peux gérer les erreurs qui sont là en remplaçant par, voilà, c'est un peu pareil à ce qu'on a fait, en gérant les erreurs en remplaçant par nul, nul, et puis OK, ici, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, livré, prix unitaire, OK. Donc là, à partir de ce moment-là, on a centralisé toutes nos sources en un seul endroit, qui se trouve être Power Query. On a centralisé toutes nos données. Donc, on avait les données qui étaient un peu éparpillées dans plusieurs fichiers. On les a mis ensemble. Donc là, on vient de réduire 80% du temps de traitement. On vient de garantir une donnée de qualité uniforme parce qu'on a fait des conversions et tout. On vient de permettre en temps réel parce qu'on est connecté à des bases de données. Si la donnée s'actualise, on actualise nos rapports et puis on aura nos indicateurs en temps réel. Donc ici maintenant, c'est l'heure de vérité parce que lorsque tu finis de faire ça, il peut arriver que tu rencontres des erreurs auxquelles tu n'avais pas pensé.
Et c'est au moment où tu fais fermer et appliquer, où tu décides maintenant de charger tes données dans Power BI Desktop, parce que là, on est dans le Power Query, de charger dans Power BI Desktop que tu vas te rendre compte s'il y a des erreurs ou s'il n'y a pas d'erreurs. Donc, si on charge et que tout se passe bien, c'est qu'on a effectivement bien fait notre mission. Donc, je viens là. Attends, ici, j'ai mis commande. Ouais. Je vais mettre commande global tech. On doit être cohérent. Commande global tech. Alors, je fais fermer et appliquer. Go, c'est parti. Donc, on retourne dans Power BI. OK. Nos données sont en train de se charger. Donc, celui-là, il est connecté à la base de données. Il attend tout. Et là, ici, c'est vraiment, on va dire, le point. Hein, si ça passe ou ça casse, là, c'est ici. Parce que si les données ne se chargent pas correctement, voilà, là, tous nos données se sont chargées correctement, on n'a pas de problème. Mais si les données ne se chargent pas correctement, tu vas devoir reprendre, aller dans Power Query, aller regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, connaître, essayer de diagnostiquer un peu. Et c'est à ce niveau-là que souvent tu as des bases de données de plus de 50 millions de lignes que tu vas charger. Souvent, ça charge juste quand ça arrive à 47 millions, il y a un petit problème sur le réseau et puis ça s'annule, tu reprends tout bon. En tout cas, on souffre quand la donnée est volumineuse. Donc, à droite, donc là, on est sur Power BI Desktop. On est plus sur Power BI que on est sur Power BI Desktop. Et quand je vais à droite dans la partie vue de données, j'ai mes différents tabs qui sont chargés. Quand je viens dans affichage de table, je peux voir mes données chargées ici. Donc, j'ai mes données qui sont là, j'ai les données qui sont là, j'ai mes données qui sont là et j'ai mes données qui sont là. Ici, si je viens dans vente et dans la partie relation, ici, c'est ici qu'on va créer les relations entre les tables. Donc, on a parlé des différents modèles, c'est-à-dire modèles en étoile, en constellation, en flocon de neige, mais je pense qu'on n'a pas fait d'atelier dessus. Donc, je vais travailler dessus sur encore un cas pratique et puis on pourra mieux faire. Donc, je pense qu'on a couvert l'ensemble, on a travaillé dessus, on a terminé le projet, on a validé tous les points. Voilà, on a validé tous les points. La vidéo sera disponible sur YouTube. J'enverrai le lien dans le groupe pour ceux qui n'ont pas pu assister. Eh bien, merci. Est-ce qu'on a des questions? Super, 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 super. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Si j'ai les données au niveau de serveur, est-ce qu'il est préférable d'utiliser la méthode import ou bien direct query? Ok, ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Si tes données sont volumineuses et que tu as un besoin de, comme on appelle, d'actualisation, c'est-à-dire quasi temps réel, il serait préférable que tu n'importes pas et que tu fais un direct query. Voilà. Il serait préférable que tu fasses un direct query parce que le direct query, vu que tu ne charges pas les données, tu n'importes pas les données dans Power BI, il est beaucoup plus rapide. Ouais, il est beaucoup plus rapide. Mais si tu importes ta donnée dans Power BI, ça va prendre encore plus de temps. Donc, voici un peu ce que je peux dire à ce sujet-là. On fera des exercices dessus et on verra la différence. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous dis merci pour votre présence. C'est super. Vous êtes magnifique. Merci déjà pour la mobilisation. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. À vous.